Merci, Monsieur le Président. Je crois que la question, à l'évidence, est complexe, comme l'a montré l'analyse tout en nuance et en finesse de Monsieur le professeur Cray. Je crois que la question ne peut se comprendre qu'en ayant présent à l'esprit l'idée que si la définition du crime contre l'humanité revêt peu ou prou un caractère unifié en droit international ou en droit français, je vous rappelle qu'une éminente juriste a pu dire que le crime contre l'humanité est la borne de toutes les cultures. La définition du terrorisme n'a pas trouvé en droit international de position commune, notamment en raison de la question de la lutte des peuples pour leur libération et leur droit à l'autodétermination. Je pense qu'il faut partir de là et rappeler que la problématique relative à la définition du terrorisme est avant tout d'ordre terminologique, parce qu'il n'existe pas un terrorisme, mais des terrorismes, et que quand on fait du droit comparé, on s'aperçoit que suivant les pays, les définitions peuvent être différentes sur le plan juridique, voire se cantonner à des notions politiques. Les Nations Unies ont donc dans ce paysage évoqué différentes manifestations du phénomène dans plusieurs conventions éparses et nombreuses, et nous savons que l'adoption d'un projet de convention générale sur le terrorisme international est à l'étude au sein de l'ONU depuis 20 ans, sans véritablement d'avancées notables. À l'instar des conventions onusiennes, les conventions régionales traitant du terrorisme sont multiples, mais ne définissent pas plus de façon unifiée les incriminations. Alors, je voudrais, de façon très schématique, en essayant de respecter mon temps de parole compte tenu de l'heure, souligner ce qui sépare les deux infractions avant d'en venir à ce qui les réunit et de voir dans quelle possibilité leur rapprochement est possible et dans le cadre de quelle politique pénale. Alors, il s'agit à l'évidence, cela a été dit, d'incriminations relativement distinctes. Je ne veux pas vous rappeler toutes les infractions listées comme pouvant constituer un crime contre l'humanité qui figurent dans l'article 212.1 du Code pénal en partant de l'atteinte volontaire à la vie pour arriver à tous les autres actes inhumains de caractère analogue. Vous connaissez cette liste aussi bien que moi. Cet acte, simplement, doit être commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique. Je vous rappelle que la CPI parle d'attaques massives et systématiques contre les populations civiles. On l'a dit en droit interne, les actes de terrorisme sont prévus dans le Code pénal, dans le livre consacré aux atteintes aux personnes, ne sont pas dans le livre aux atteintes aux personnes, mais dans le livre 4 qui est consacré aux crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. Sont donc qualifiés terroristes un certain nombre d'infractions dès lors qu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il y a des éléments communs, c'est vrai. Les actes de terrorisme et les actes de crimes contre l'humanité constituent des actes de violence collective, dont les valeurs protégées des actes sous-jacents sont parfois identiques. Les incriminations de crimes contre l'humanité et le terrorisme présentent aussi des distinctions profondes et intrinsèques qu'il faut rappeler. Le terrorisme, on l'a dit, il faut le souligner de nouveau, est avant tout un crime dirigé contre l'État. Et même s'il vise des civils qui vont souffrir dans leur chair, il vise surtout des symboles du modèle combattu, que ce soit la puissance commerciale ou financière, la suprématie militaire, le pouvoir politique, à travers un impact symbolique et un grand choc médiatique. Les crimes contre l'humanité, eux, sont intrinsèquement des crimes visant la personne et au-delà l'espèce humaine, et il est notable de constater que certaines incriminations d'actes de terrorisme visent d'abord à protéger l'intégrité d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, quand bien même il y aurait eu atteinte à la personne. Il est aussi notable de constater que le criminel contre l'humanité cherche à effacer les traces de ces monstruosités. La violence liée au crime contre l'humanité apparaît ainsi comme étant dissimulée et le négationnisme lié de façon consubstantielle aux actes constitutifs de crimes contre l'humanité. À l'inverse, le terroriste ne nie pas, bien au contraire, puisqu'il va se servir pleinement des moyens de communication pour faire connaître ses crimes. Et aujourd'hui, on le voit, la violence terroriste est véritablement théâtralisée afin de mieux diffuser la terreur parmi les populations visées, et la revendication en constitue un élément nécessaire et capital. Enfin, il faut noter que si les biens sont des intérêts juridiques protégés par les deux incriminations, cela demeure marginal pour le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité ne protège en effet les biens que de façon très secondaire. Alors j'en viens à ma deuxième question, un rapprochement est-il possible et ou opportun? J'examinerai cette question sur deux plans, d'abord celui du droit, puis celui de la politique pénale qui peut être menée en la matière,
même si, il faut le souligner, aucune qualification de droit pénal humanitaire n'a encore été retenue à ce jour au niveau du pôle terrorisme, parquet et instruction du tribunal de Paris. Cette question est effectivement fait couler beaucoup d'encre et constitue un véritable sujet de discussion juridique. Je voudrais revenir sur quelques notions de droit international. Comme cela a été souligné tout à l'heure, la Commission de droit international, lors de ses travaux portant sur un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, avait estimé que le terrorisme, je cite, pouvait et devait être considéré comme un crime contre l'humanité quand les actes sont commis par des particuliers pour leur propre compte, même si leur but était politique. Il faut noter là aussi qu'il n'y avait pas unanimité puisque certains membres de la Commission avaient exprimé des réserves au sujet de la qualification de crime contre l'humanité appliquée au terrorisme. On voit donc bien qu'il ne s'agit pas d'une question tranchée. Les références au lien entre terrorisme et crime contre l'humanité sont aussi présentes, je le disais, dans un certain nombre de conventions régionales. Je pense notamment à une résolution du Conseil permanent de l'OEA du 15 mai 70 qui condamne tous les actes de terrorisme et les enlèvements de personnes comme constituant des crimes contre l'humanité. Plus proche de nous, l'article 12EA de la résolution 863 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe invite, je cite, la Conférence européenne des ministres responsables de la lutte contre le terrorisme à envisager d'inviter les États membres à se mettre d'accord en consultation pour définir le terrorisme comme un crime contre l'humanité. C'est renouvelé dans une autre résolution en 1986 de l'Assemblée parlementaire. Mais si l'on va plus loin, on s'aperçoit là aussi, que l'exemple des discussions autour du statut de Rome montre que les choses ne sont toujours pas si évidentes, toujours en raison des difficultés, voire même de la dangerosité d'une définition commune. Je vous rappelle que lors des réunions préparatoires à la conférence de Rome de 1998 et au cours de la conférence elle-même, des divergences de vues avaient été relevées quant à l'inclusion du terrorisme dans le statut au même titre que le crime contre l'humanité, et que les différentes délégations n'ayant pas pu se mettre d'accord, l'incrimination du terrorisme avait été exclue du statut de la CPI. Une proposition à l'initiative des Pays-Bas lors de la conférence de révision du statut de la CPI à Kampala en 2010 d'étendre de nouveau le champ matériel d'application du statut en incluant le terrorisme à l'article 5.1 n'a pas plus été retenu une fois de plus. Alors si l'on se concentre sur la question en droit interne, les réponses ne sont pas plus aisées que sur la scène internationale. Je crois qu'il faudrait, pour retenir la qualification de crime contre l'humanité en cas d'acte de terrorisme, que celui-ci présente 4 éléments constitutifs. Le premier, c'est bien sûr la commission d'actes, notamment l'atteinte à la vie, la séquestration. Le second, des actes perpétrés dans le cadre d'une enquête généralisée et systématique. Le troisième, une attaque lancée contre la population civile. Et le quatrième, la connaissance par les auteurs de leur participation à une attaque généralisée. Je crois que, de manière générale, si on essaie de pousser plus loin l'analyse, la qualification de crime contre l'humanité dépend avant tout de la magnitude des crimes commis et des circonstances. Et qu'ainsi, en matière de terrorisme, le critère le plus sujet à discussion pour une éventuelle poursuite sous la qualification de crime contre l'humanité a trait effectivement au caractère massif et généralisé de l'attaque, généralisé et systématique. On peut en cela, je développerai pas ces attendus, rappeler que le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, ça sera peut-être évoqué cet après-midi, a rendu plusieurs décisions susceptibles d'illustrer ce propos. Je pense notamment à une décision rendue dans l'affaire Blaskić, où la Chambre de première instance avait énoncé un certain nombre de critères en vue d'établir la preuve d'une attaque généralisée et systématique, existence d'un but à caractère politique et d'un plan, perpétration d'un acte criminel de très grande ampleur, préparation ou mise en œuvre de moyens publics ou privés, implication dans la définition et l'établissement du dessein méthodique d'autorité militaire ou autre. Le caractère massif, on le voit, se réfère quant à lui à l'ampleur des actes perpétrés et au nombre des victimes, et un crime peut être massif ou de grande échelle par l'effet cumulé d'une série d'actes inhumains ou par l'effet singulier d'un seul acte de grande ampleur. Pour autant, je pense qu'il n'est pas certain que ces solutions puissent être calquées à la menace terroriste actuelle ou à toute autre menace en dehors des spécificités de la politique de terreur qui avait été utilisée en ex-Yougoslavie pendant ce conflit, à tout le moins dans ces manifestations hors des territoires occupés par ces groupes terroristes. Si bien qu'il me semble qu'il est aujourd'hui permis de s'interroger sur le caractère massif et systématique de l'attaque. Je voudrais d'abord rappeler que, dans ce sens, un arrêt de la Cour de cassation dans une affaire connue du 13 mars 2001 qui se prononçait sur une question d'immunité
dans les poursuites engagées contre l'ancien chef d'État libyen poursuivi pour complicité dans l'attentat par explosif du DC-10 du TA le 19 septembre 89, la Cour de cassation, je le rappelle, avait refusé d'assimiler le terrorisme à un crime contre l'humanité et avait considéré, je cite, qu'en l'état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu'en soit la gravité, ne relève pas, donc en matière de droit coutumier, des exceptions au principe de l'immunité des juridictions des chefs d'État étrangers en exercice. Elle avait donc de fait écarté, dans cette affaire, le critère tiré de la gravité des faits dans le cadre d'un attentat qui avait causé la mort de plus de 170 personnes. La question de la pertinence de la qualification d'actes terroristes par le biais des incriminations de droit pénal humanitaire est cependant posée à nouveau au regard de l'idéologie criminelle qui est développée par l'État islamique. Et cette question est pertinente compte tenu de la multiplicité des attaques de l'État islamique dans l'ensemble des pays, puisqu'il n'y a pas que la France, en Afrique de l'Ouest aussi, et sur la zone irako-syrienne. Le concept d'analyse au regard de l'exigence du concept d'agression peut toutefois poser difficulté au regard des paramètres intrinsèques à la menace. Je rappelle qu'il y a 3 facteurs à bien assimiler pour cette analyse. Le premier, c'est la proclamation du califat au milieu de l'année 2014. Le second, c'est le phénomène d'appel au meurtre permanent lancé par l'un des adjoints du calife de Daesh, donc feu monsieur Adnani, appelant au meurtre généralisé par tous les moyens de tous les croisés et de tous les mécréants, et qui se traduit par finalement un caractère qui peut être très duel et qui ne facilite pas l'analyse, puisqu'il peut se traduire soit par des attaques concertées, qui sont le fait de cellules qui ont été envoyées depuis l'étranger dans les pays européens pour passer à l'acte. Il peut aussi se traduire par un passage à l'acte d'individus qui, sur fond de tableaux psychologiques très perturbés, vont décider de façon individuelle et sans concertation forcée avec Daesh de passer à l'acte et de se livrer à des tueries de masse. Quoi qu'il en soit sur ce point, je rappelle que le Conseil de sécurité, dans une résolution 2170 de l'année 2014, a pris parti sur ce point et avait rappelé dans sa recommandation que les attaques généralisées ou systématiques, dirigées contre des populations civiles en raison de leur origine ethnique, de leur appartenance politique, de leur religion, de leurs convictions, peuvent constituer un crime contre l'humanité. Et le Conseil de sécurité soulignait qu'il faut veiller à ce que les organisations terroristes islamistes répondent des atteintes aux droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire. Alors j'en viens à mon dernier chapitre qui sera beaucoup plus rapide. Quelle politique pénale conduire en la matière ? Nous nous sommes bien sûr posé la question au parquet de Paris dans le cadre du pôle antiterroriste et de la section de droit pénal humanitaire il y a plusieurs mois. Et nous l'avons pour le moment, mais tout peut toujours évoluer au gré de l'évolution de l'histoire, nous l'avons résolu de la façon suivante. Nous pensons qu'il ne faut pas exclure le recours à la qualification de crime contre l'humanité, mais nous pensons qu'il faut limiter son utilisation et la réserver aux cas dans lesquels elle est assurément constituée et de toute façon toujours la conjuguer avec la qualification de terroriste. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'intérêt du recours à la qualification de crime contre l'humanité pour des actes terroristes nous semble relativement limité en termes d'efficacité de la répression. Ce qui est, il faut le rappeler, la finalité ultime de notre action, la répression de ces agissements. Ensuite, et ce n'est pas une question négligeable, le seuil probatoire à atteindre pour poursuivre efficacement des faits sous les qualifications de crimes contre l'humanité est nettement plus élevé et complexe que celui qui est exigé par les juridictions pour les infractions terroristes. Retenir la qualification terroriste a un avantage majeur, c'est qu'elle permet de recourir aux techniques spéciales d'enquête, dérogatoires du droit commun, qui présentent pour nous un intérêt majeur en termes d'intérêt d'efficacité des investigations, ce que ne permet pas la qualification de droit pénal humanitaire. Enfin, en ce qui concerne les actes qui seraient commis sur le territoire national d'un État souverain par des groupes qualifiés de terroristes, il faut constater que la poursuite de ces crimes est nettement facilitée par l'utilisation des incriminations terroristes, je pense à l'association de malfaiteurs terroristes, dont la Cour de cassation a encore récemment rappelé dans un très bel arrêt du mois de juillet qu'il s'agit d'une infraction tout à fait indépendante des infractions qui sont préparées. Donc la poursuite de ces crimes est nettement facilitée par l'utilisation des incriminations terroristes. Sauf bien sûr à se trouver dans le cas d'un État défaillant en matière de poursuite, ce qui permettrait à la CPI de se saisir. En réalité, je crois que, et j'en terminerai par là, la qualification de crime contre l'humanité ne pallierait aucunement à une lacune dans les incriminations, ni ne comblerait un vide juridique.
Le débat n'est pas là. Nous n'avons donc pas pour cette raison, à ce jour, mis en œuvre l'action publique pour ces attentats en utilisant la qualification de crime contre l'humanité. Pour autant, nous ne l'excluons pas. Nous avons des enquêtes en cours sur la Syrie et sur l'Irak, et notamment sur les agissements dont ont été victimes certaines populations, je pense notamment aux chrétiens d'Orient, et je peux vous dire que si des éléments probatoires étaient recueillis permettant d'exercer des poursuites contre des terroristes de Daesh, ces poursuites seraient alors exercées sous la double qualification d'infraction terroriste et de crime contre l'humanité, sur la base du raisonnement que vous a indiqué tout à l'heure mon collègue, qui prend sa source dans le fameux arrêt Ben Haddadi du 3 mars 1960, qui autorise le cumul des qualifications à partir du moment où les infractions commises correspondent à la violation de valeurs sociales différentes, ce qui est tout à fait le cas en l'espèce. J'en arrive à ma conclusion. Je crois que l'intérêt du recours à la qualification de crime contre l'humanité réside en fait en grande partie, si ce n'est exclusivement, dans la symbolique attachée à ces crimes. Ainsi, d'actes visant à instaurer un climat de terreur, les actions criminelles par leur caractère massif et systématique viseraient l'humanité dans son ensemble, atteignant ainsi un tout nouveau seuil dans l'horreur. Pour autant, il faut se demander si le risque d'une utilisation abusive de ces qualifications ne pourrait pas conduire à une forme de banalisation en raison de son élargissement de façon indistincte à tout ce qui va susciter une légitime réprobation et indignation. L'opportunité de considérer, en tout cas de manière systématique, les actes de terrorisme comme des crimes contre l'humanité reste de toute façon une question délicate. Et je crois que les actes de terrorisme, nouveaux crimes contre l'humanité, j'en finirai par là, c'est au-delà des questions d'efficacité, c'est peut-être effectivement bien d'impact psychologique de la réponse pénale qu'il s'agit, par l'application de cette qualification de droit pénal humanitaire. C'est finalement un peu le constat de l'évolution du regard que porte une société sur ses souffrances, face à des crimes perçus de plus en plus comme très humainement, très traumatisants, et non plus seulement comme des atteintes à l'État et à ses symboles. Finalement, le symbole d'une société qui se pense, et je dis cela sans jugement de valeur, d'abord par l'individu. Merci, Monsieur le procureur, pour ces réflexions tout à fait éclairantes d'un parquet qui est en première ligne dans des conditions et dans un contexte particulièrement tragique. Il était tout à fait intéressant pour nous d'avoir vos réflexions, vos axes d'action dans un contexte, encore une fois, particulièrement difficile. Comme vous avez pu le constater, il est 1h. Je crois qu'il est malheureusement pas possible de donner la parole à la salle pour des questions, si l'on veut tenir à peu près raisonnablement à 1h de déjeuner et reprendre à 2h, 2h15. Je pense effectivement, Monsieur le Président, qu'il vaut mieux terminer sur cette intervention remarquable, pouvoir en déjeuner, on reprendrait à 14h15. 14h15, on reprend dans cette salle.